Le gâteau d'anniversaire portait 70 bougies, et maman avait l'air heureuse tandis qu'elle posait pour des photos avec mon frère, Derek, et sa femme, Amanda. Je me tenais à l'écart, tenant un verre de cidre pétillant, observant la célébration familiale depuis la périphérie où j'existais depuis 3 ans. Sarah, viens sur la photo, appela tante Diane à contre-cœur. Mais personne ne bougea pour me faire de la place. Je suis bien ici, dis-je doucement. C'était comme ça depuis que j'avais déménagé. La famille avait décidé que je fuyais mes problèmes, que j'abandonnais mes responsabilités, que je choisissais une nouvelle vie mystérieuse au détriment d'eux. Ils ne comprenaient pas. Ils ne pouvaient pas comprendre. Et je ne pouvais pas leur dire la vérité. La vérité était classifiée. Il y a 3 ans, j'avais été témoin de quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Je travaillais comme comptable principal chez Morrison & Price, une entreprise de taille moyenne à Philadelphie, lorsque j'ai découvert des irrégularités dans les comptes de l'un de nos plus gros clients. Pas de petites erreurs, pas d'écarts accidentels, mais un blanchiment d'argent systématique lié à un syndicat du crime organisé que les procureurs fédéraux essayaient de démanteler depuis une décennie. J'avais fait ce qu'il fallait. Je l'avais signalé. J'avais témoigné devant un grand jury. Et ensuite, j'étais devenu témoin fédéral protégé dans le cadre du programme de protection des témoins du service des Marshals des États-Unis. Pas complètement sotte. Je n'avais pas eu besoin d'un changement d'identité complet, mais d'une protection suffisante pour que mon emplacement soit classifié, mes communications surveillées pour ma sécurité, et certains biens placés sous protection fédérale, y compris la maison que je possédais à Philadelphie, la maison coloniale de 3 chambres que j'avais achetée il y a 5 ans dans un quartier calme près de Rittenhouse Square. La maison valait $900 000 maintenant, près du triple de ce que j'avais payé. Le marché avait explosé, mais je ne pouvais pas la vendre, ne pouvais pas y vivre, ne pouvais même pas la visiter sans l'approbation et l'escorte des Marshals américains. Elle restait vide, entretenue par un service fédéral de gestion immobilière, une partie de mes actifs protégés, jusqu'à la conclusion du procès, et le démantèlement complet de l'organisation. Ma famille ne savait rien de tout ça. Ils pensaient que j'avais eu une dépression et que je m'étais enfui. Ils pensaient que la maison était abandonnée, oubliée, un symbole de mon incapacité à m'engager dans quoi que ce soit. Alors, Sarah, dit Derek à haute voix alors que nous passions du gâteau au café dans le salon de maman, il faut qu'on parle de ta situation immobilière. Je levai les yeux de mon téléphone. Ma quoi? Ta maison? Il le dit comme on dirait ton bazar ou ton problème. Celle que tu as abandonnée il y a 3 ans? Celle qui reste là vide pendant que tu es parti faire on ne sait quoi. Je ne l'ai pas abandonnée, dis-je prudemment. J'ai dû déménager pour le travail. Le travail? Amanda rit. Ce son cassant que j'avais appris à détester. Tu veux dire ce travail mystérieux que personne n'a le droit de connaître? Celui qui paie si peu que tu ne peux même pas venir pour les fêtes. Je suis là maintenant, fis-je remarquer après avoir manqué 3 Noëls, 2 Thanksgiving et le dernier anniversaire de maman. Derek rétorqua. Tu te montres pour une fête et tu penses que ça compense tout? Papa posa sa tasse de café. Derek, de quoi s'agit-il? J'y arrive. Derek sortit son téléphone, tapota plusieurs fois, puis le leva, montrant ce qui ressemblait à une annonce immobilière. Ta maison vide est vendue. J'ai trouvé un acheteur, négocié un super prix et conclu l'affaire. La semaine dernière, quelqu'un a dû payer tes dettes et gérer tes responsabilités. La pièce devint très silencieuse. Je fixai l'écran, voyant des photos de ma maison, de mon Porsche, de mon salon, de ma cuisine, répertoriées sous vendu avec un prix de $875 000. Tu as vendu ma maison, dis-je lentement. J'ai géré ta propriété abandonnée, corrigea Teil. L'endroit est resté vide pendant 3 ans, Sarah. Tu ne payais pas les impôts fonciers, tu ne l'entretenais pas. L'association de quartier menaçait de créer des privilèges. J'ai fait ce que tu aurais dû faire il y a des années. J'ai pris mes responsabilités. Comment? Demandai-je, ma voix calme malgré la glace qui inondait mes veines. Comment as-tu vendu une maison qui ne t'appartient pas? Procuration, dit Amanda fièrement. Derek l'a fait signer il y a 2 ans, alors que tu communiquais à peine avec la famille. Tu lui as donné le pouvoir de gérer tes affaires en Pennsylvanie. Je n'ai jamais signé un tel document. Je ne t'ai jamais donné de procuration, dis-je doucement. Bien sûr que si. Derek fit apparaître une autre photo sur son téléphone. Juste ici, ta signature notariée et tout.
Tu étais tellement éparpillé à l'époque, tu ne t'en souviens probablement même pas. Je regardais le document sur son écran. Il y avait bien ma signature, ou plutôt une très bonne contrefaçon de ma signature. Le cachet du notaire semblait officiel. La date remontait à 18 mois, pendant une période où j'étais en garde à vue dans un autre état, totalement injoignable par ma famille. Ce n'est pas ma signature, dis-je. Oh, allez. Derek leva les yeux au ciel. Ne commence pas à trouver des excuses. C'est du Sarah tout craché. Évite les responsabilités, blâme tout le monde, refuse d'affronter la réalité. Où est l'argent, demandai-je. Quel argent? Les 875 000 $ de la vente. Je l'ai utilisé pour rembourser tes dettes, dit Derek. Les impôts fonciers, les frais d'association de propriétaires, les frais d'entretien, les frais juridiques pour la vente. Et honnêtement, après tout ce que maman et papa ont fait pour toi au fil des ans, je pense qu'ils méritaient une compensation pour le stress que tu as causé. Maman avait l'air mal à l'aise. Derek, nous n'avons rien demandé. Vous n'aviez pas à demander, interrompit-il. Sarah vous a abandonné. Elle a disparu pendant 3 ans, a à peine appelé, n'est jamais venue. Le moins qu'elle vous doive, c'est l'argent de cette maison où elle n'allait de toute façon jamais vivre. Combien? Demandai-je, toujours de cette voix calme. Combien est allé à maman et papa? 200 000 $, dit Amanda, ce qui est plus qu'équitable considérant qu'ils l'ont élevée pendant 18 ans et qu'elle n'a été qu'ingrate. Et le reste? Comme je l'ai dit, dettes, frais, dépenses. Derek haussa les épaules. Il reste environ 50 000 $. J'allais te les donner aujourd'hui, en fait. Considère ça comme un cadeau pour être enfin venu à quelque chose. Il sortit une enveloppe de la poche de sa veste et la jeta sur la table basse devant moi. Il y a un chèque. Tu devrais me remercier. Je ne touchais pas l'enveloppe. Tu as falsifié ma signature, dis-je doucement. Tu as vendu une maison que tu n'avais pas le droit légal de vendre. Tu as pris près de 900 000 $ qui ne t'appartenaient pas. Et tu penses que je devrais te remercier? J'ai géré ton bazar, rétorqua Derek, ce que tu n'as jamais été capable de faire toi-même. Tu as fui ta vie, Sarah. Tu as tout laissé derrière toi comme si c'était des ordures. Alors oui, j'ai pris les choses en main. Je me suis occupé des affaires. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Derek nous a tous rendu service, ajouta oncle Mike depuis son fauteuil près de la fenêtre. Cette maison devenait une horreur dans le quartier. Les propriétés vides font baisser la valeur des biens. Il a protégé ton investissement et celui de tous les autres. Il a commis une fraude, dis-je. La pièce explosa en protestation. N'ose pas, dit maman, les larmes aux yeux. N'ose pas accuser ton frère de quoi que ce soit. Il a été là. Il a été présent. Il s'est occupé des choses pendant que tu étais parti vivre ta vie secrète, refusant de nous dire quoi que ce soit, traitant cette famille comme si nous étions des étrangers. On ne sait même pas où tu habites. Tante Diane ajouta, tu ne nous dis pas ce que tu fais comme travail. Tu te montres une fois par an si on a de la chance, tu restes 1 heure et tu t'en vas. Et maintenant, tu veux te plaindre que Derek a géré ta propriété abandonnée? Tu devrais avoir honte. La maison n'était pas abandonnée, dis-je. Elle était entretenue. Les impôts fonciers étaient payés. L'hypothèque était à jour. Quelqu'un s'en occupait. Qui, défia Derek. Qui l'entretenait? Parce que j'y suis passé une 12aine de fois et elle avait toujours l'air vide. Pas de voiture, pas de lumière, rien. Ce n'est pas parce qu'elle est abandonnée. C'est parce que tu n'y étais pas, dit Amanda sèchement. Cela signifie que tu l'as laissée derrière toi, tout comme tu as laissé cette famille derrière toi. Derek a fait ce que toute personne responsable ferait. Il a nettoyé ton bazar. Je veux voir les documents de vente, dis-je. Pourquoi? Les yeux de Derek se plissèrent. Pour que tu puisses essayer de l'annuler, trouver une technicité. La vente est définitive. Sarah, c'est fini. Terminé. Les nouveaux propriétaires prennent possession la semaine prochaine. Je veux voir les documents, répétai-je. Non. Derek croisa les bras. Tu n'as pas le droit de revenir dans nos vies après 3 ans et de commencer à faire des demandes. Tu as perdu ce droit quand tu as disparu. Tu veux des documents? Engage un avocat. Oh, attends.
Tu n'as pas les moyens d'engager un avocat parce que tu as gâché ta carrière en même temps que tout le reste. Je pris une lente inspiration. Mon téléphone vibrait dans ma poche depuis 5 minutes. Je savais qui c'était. Le service des marshals surveillait mon emplacement à tout moment. Quand je suis entré dans la maison de maman, ils l'ont enregistré. Procédure standard, mais ils ont probablement aussi remarqué les indicateurs de stress élevés de ma surveillance biométrique. La montre de fitness que je portais n'était pas seulement une montre de fitness. Famille, dis-je doucement, en regardant autour de la pièce. Maman, papa, tante Diane, oncle Mike, mes cousins Josh et Emma. Tous me regardaient avec déception. Tous étaient certains que Derek avait fait ce qu'il fallait. Finalement, tu retrouves la raison, dit Derek. Accepte-le et passe à autre chose, Sarah. Tu reçois 50 000 $ que tu n'as pas gagnés. Prends-les et sois reconnaissante. Je restai silencieuse. Mon téléphone vibra à nouveau. Puis encore une fois, la sonnette retentit. Je vais ouvrir, dit Emma, en se dirigeant vers la porte d'entrée. Je l'entendis l'ouvrir, j'entendis sa voix confuse. Puis-je vous aider? Puis une voix masculine, professionnelle et ferme. Service des marshals des États-Unis. Nous devons parler à Sarah Mitchell immédiatement. Le salon devint complètement silencieux. Emma apparut dans l'embrasure de la porte, le visage pâle. Sarah, il y a des marshals fédéraux ici pour toi. Je vais m'en occuper, dis-je, en me levant. 2 hommes en costume entrèrent dans le salon derrière Emma. J'ai immédiatement reconnu le deputy marshal James Walsh. Il était mon principal contact depuis 3 ans. L'autre homme était inconnu, plus jeune, sa main reposant près de sa hanche d'une manière qui suggérait qu'il était armé. Mademoiselle Mitchell, dit Walsh, sa voix professionnelle, mais ses yeux inquiets. Nous devons vous parler maintenant. Que se passe-t-il? Demanda papa. Pourquoi y a-t-il des marshals fédéraux chez moi? Monsieur, je vous demande de rester assis, dit fermement le plus jeune marshal. Tout le monde reste où il est. Mademoiselle Mitchell, continua Walsh, se concentrant sur moi. Nous avons une situation. Nos systèmes de surveillance des biens ont signalé une activité inhabituelle à votre résidence de Philadelphie. Une vente a été enregistrée. Pouvez-vous expliquer cela? Je n'ai autorisé aucune vente, dis-je clairement. Je ne suis pas allé dans cette propriété depuis 3 ans, conformément au protocole du programme. Derek était devenu très pâle. Programme? Quel programme? Monsieur, qui êtes-vous? Demanda Walsh, en se tournant vers mon frère. Derek Mitchell. Je suis son frère. J'ai vendu la maison parce qu'elle l'avait abandonnée. J'avais une procuration. Vous aviez quoi? La voix de Walsh aurait pu couper du verre. Procuration. Autorisation légale pour gérer ses affaires. La vente était tout à fait légitime. Deputy Marshal Chin, dit Walsh au plus jeune homme, signalez-le, possible fraude immobilière fédérale, violation de la sécurité des témoins et accès non autorisé aux actifs protégés. Qu'est-ce qui se passe? Cria Derek. Walsh se tourna vers lui, son expression froide. Monsieur Mitchell, la propriété que vous avez vendue est un bien fédéral protégé dans le cadre du programme de protection des témoins. Elle ne peut être vendue, transférée ou accessible sans autorisation explicite du service des marshals des États-Unis et l'approbation des procureurs fédéraux. La vente que vous avez effectuée n'est pas seulement nulle, c'est un crime fédéral. La pièce explosa. Maman se mit à pleurer. Papa hurlait des questions. Tante Diane exigeait des explications. Tout le monde se taise. La voix de Walsh coupa le chaos. Mademoiselle Mitchell est un témoin fédéral protégé. Son emplacement, ses biens et son identité sont classifiés pour sa sécurité et pour l'intégrité d'une poursuite fédérale en cours. La maison de Philadelphie est enregistrée sous protection fédérale. Toute tentative de vendre, d'accéder ou de transférer cette propriété sans autorisation appropriée constitue une entrave à la justice et une fraude. Je ne savais pas, balbutia Derek. Elle ne nous l'a jamais dit. Elle ne pouvait pas vous le dire, interrompit Walsh. C'est ce que signifie classifier, monsieur Mitchell. Et prétendre ignorer n'excuse pas le fait que vous ayez falsifié des documents fédéraux et vendu des biens protégés par le gouvernement. Je n'ai rien falsifié. J'avais une procuration. Montrez-moi le document, demanda Walsh. Derek tâtonna avec son téléphone, afficha l'image et la montra à Walsh. Les marshals l'étudièrent pendant environ 3 secondes.
C'est frauduleux, dit-il catégoriquement. Mademoiselle Mitchell était en garde à vue fédérale à la date à laquelle ce document prétend avoir été notarié. Elle était dans l'Oregon. Le cachet du notaire est faux. La signature est falsifiée. Et même si c'était vrai, ce serait nul. Les témoins protégés ne peuvent pas accorder de procuration sur les biens fédéraux sans l'approbation du service des marshals. Comment étais-je censé savoir ça, cria Derek. Vous n'étiez pas censé le savoir, dis-je doucement. Comme je ne pouvais pas vous le dire. J'ai été témoin de crimes fédéraux, Derek. J'ai témoigné contre des gens dangereux. Le service des marshals me protège depuis 3 ans pendant que l'accusation préparait son dossier. Cette maison ne m'appartient plus. C'est un bien fédéral détenu en fiducie jusqu'à la fin du procès et qu'il soit sûr pour moi de la récupérer. Tu es témoin, murmura maman. Contre qui? Je ne peux pas vous le dire, dis-je. Je n'ai jamais pu vous le dire. C'est pourquoi j'ai disparu. C'est pourquoi je ne pouvais pas venir vous voir. C'est pourquoi tout a été classifié. Mais tu nous as laissé penser, commença papa. Je vous ai laissé penser ce que vous aviez besoin de penser, interrompis-je, parce que l'alternative était de vous dire la vérité et de potentiellement vous mettre en danger. Les gens contre lesquels j'ai témoigné font partie d'une organisation qui a déjà tué des témoins. Le service des marshals m'a relocalisé, a modifié mes habitudes et a mis mes biens sous protection pour me protéger et pour vous protéger en vous gardant dans l'ignorance. Jésus-Christ, souffla oncle Mike. Derek tremblait. La vente, les acheteurs. Ils seront contactés par les autorités fédérales, dit Walsh. La vente est nulle et non avenue. Tout argent transféré sera gelé et restitué. Tout document déposé sera scellé, et vous, M. Mitchell, ferait face à des accusations fédérales pour fraude, faux et entrave à un programme fédéral de protection des témoins. Je ne voulais pas. Ça n'a pas d'importance, dit le plus jeune marshal, Chin, après avoir terminé son appel téléphonique. L'intention n'est pas requise pour ces accusations. Vous avez vendu une propriété fédérale. C'est suffisant. Amanda pleurait maintenant. Qu'est-ce qui va lui arriver? Cela dépend, dit Walsh, en me regardant. Mademoiselle Mitchell, souhaitez-vous porter plainte? La pièce retint son souffle. J'ai regardé Derek, mon frère aîné, qui m'avait intimidé pendant toute mon enfance, qui m'avait traité de faible, d'échec, de lâche pour m'être enfui, qui venait d'avouer avoir falsifié ma signature et volé près d'1 million de dollars. Oui, dis-je doucement. Oui, Sarah. Non. Maman hurla. C'est ton frère. C'est un criminel, dis-je. Il a falsifié des documents fédéraux. Il a commis une fraude. Il a vendu une propriété qui était sous protection fédérale, compromettant potentiellement une affaire de sécurité des témoins en cours. Si les personnes contre lesquelles je témoigne avaient découvert cette vente, si elles avaient essayé de retrouver les traces des registres de propriété, elles auraient pu me trouver. Derek n'a pas seulement volé de l'argent, il a potentiellement mis ma vie en danger. Je ne savais pas, murmura Derek. Tu t'en fichais, corrigeai-je. Tu as vu une opportunité de prendre ce que tu pensais être à moi, et tu l'as prise. Tu ne m'as pas appelé, tu n'as pas demandé la permission, tu ne t'es pas demandé pourquoi la maison était vide. Tu as juste supposé que je l'avais abandonnée, supposé que j'avais échoué à quelque chose d'autre et décidé que tu méritais l'argent plus que moi. Nous sommes une famille, dit papa désespérément. Tu ne peux pas faire ça à ta famille. La famille ne se vole pas entre elles, dis-je. La famille ne falsifie pas les signatures. La famille ne vend pas une propriété qui ne lui appartient pas. Vous voulez parler d'abandon? Derek vient d'essayer de me voler près d'1 million de dollars et de vous en donner 200 000 dollars. Ce n'est pas de la famille. C'est du vol. Walsh sortit des menottes. Derek Mitchell, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, faux et entrave à la justice en relation avec un programme fédéral de protection des témoins. Vous avez le droit de garder le silence. La scène dégénéra en chaos. Amanda hurlait. Maman sanglotait. Papa me criait dessus, me traitant de sans-cœur, me traitant de traître. Je suis restée silencieuse et j'ai regardé Walsh menotter mon frère et le conduire vers la porte. Mademoiselle Mitchell, me dit Chin, nous devons vous relocaliser immédiatement. Cet incident a compromis vos protocoles de sécurité actuels. Faites vos bagages avec ce que vous avez apporté. Vous venez avec nous. Je comprends, dis-je. Sarah, ne fais pas ça, supplia maman,
en me saisissant le bras. Ne l'emmène pas. Il a fait une erreur. Il ne savait pas. Il n'a pas demandé, dis-je, en retirant doucement sa main. Il a vu une opportunité de profiter de ce qu'il pensait être mon échec, et il l'a prise. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Tu détruis cette famille, dit papa, sa voix tremblant de rage. Non, dis-je calmement. Derek l'a détruite quand il a commis des crimes fédéraux. Je laisse juste les conséquences se dérouler. J'ai suivi Chin jusqu'à la porte, laissant derrière moi la fête d'anniversaire de maman, le gâteau non consommé et la famille qui n'avait jamais compris pourquoi j'avais disparu. Dans le VUS du gouvernement, Walsh se tourna vers moi depuis le siège avant. Ça va? Je vais bien, dis-je. C'était ton frère. Je sais. Ça va faire la une des journaux, prévint-il. Le frère d'un témoin fédéral arrêté pour fraude. Ça va compliquer le procès. Est-ce que cela compromettra l'affaire, demandai-je. Non, l'affaire est solide, mais cela ajoutera de l'attention médiatique, rendra les choses plus difficiles pour vous, plus difficiles qu'au cours des 3 dernières années. J'ai demandé doucement. Il sourit légèrement. Argument valable. Nous avons roulé jusqu'à une maison dans le Delaware, une maison de ville banale qui serait ma maison jusqu'à la fin du procès dans 4 mois. Chin et un autre marshal l'ont fouillé pour vérifier la sécurité pendant que Walsh me mettait au courant des nouveaux protocoles. Votre frère conclura probablement un accord de plaidoyer, dit-il. Accusation fédérale, preuves évidentes. Ses avocats voudront éviter le procès. Qu'est-ce qu'il risque? 2 à 5 ans probablement. Ça dépend du juge. Les procureurs sont assez en colère. Les violations de la protection des témoins sont prises au sérieux. Et l'argent est déjà gelé. Les acheteurs récupéreront leurs 875 000 $. Votre maison est toujours sécurisée, toujours sous protection fédérale. Rien n'a réellement changé, sauf la liberté de Derek. J'ai hoché la tête lentement. Pour ce que ça vaut, dit Walsh, vous avez fait ce qu'il fallait. Si vous aviez laissé tomber, si vous aviez essayé de gérer ça en privé, cela aurait pu tout compromettre. L'organisation contre laquelle vous témoignez a des gens qui recherchent toute faiblesse. Une vente de propriété enregistrée avec votre nom. Ils l'auraient trouvée éventuellement. Je sais, dis-je. Au cours des semaines suivantes, l'histoire s'est déroulée exactement comme Walsh l'avait prédit. L'arrestation de Derek a fait les gros titres, le frère d'un témoin fédéral accusé de fraude. Les articles de presse me dépeignaient soit comme une héroïne pour avoir lutté contre la corruption, soit comme une méchante pour avoir poursuivi mon propre frère. Ma famille a choisi le récit du méchant. Maman a donné une interview à une station de nouvelles locales, expliquant en larmes que je les avais abandonnés, que Derek avait seulement essayé d'aider, que je détruisais la famille à cause d'un malentendu. Papa a publié une déclaration me qualifiant de froide et d'impitoyable. Tante Diane a lancé une campagne GoFundMe pour la défense juridique de Derek. J'ai regardé tout cela depuis la maison assise sur un canapé fourni par le gouvernement, mangeant des repas fournis par le gouvernement, et me préparant pour le procès qui avait consommé 3 ans de ma vie. Derek a conclu un accord de plaidoyer, 3 ans de prison fédérale, 5 ans de libération surveillée, restitution complète de tous les fonds. Amanda a demandé le divorce 2 semaines plus tard. Le procès dans lequel je témoignais s'est terminé avec succès. L'accusation a obtenu des condamnations contre les 7 accusés. Blanchiment d'argent, racket, complot. L'organisation criminelle a été démantelée. Mon témoignage avait été crucial. 6 mois après l'arrestation de Derek, j'ai été libéré de la protection des témoins. Les menaces avaient été neutralisées. Je pouvais reprendre ma vie. Je suis retourné à Philadelphie un froid mardi matin, l'adjoint au marshal Walsh m'accompagnant jusqu'à ma maison pour la première fois en 3 ans. Elle était exactement comme je l'avais laissée. L'équipe de gestion des biens fédéraux l'avait parfaitement entretenue. Peinture fraîche, pelouse soignée, appareils électroménagers mis à jour, mais surtout, elle était à nouveau à moi. Vraiment à moi. La valeur marchande dépasse maintenant 950 000 $, dit Walsh, en me tendant les clés. Vous pourriez la vendre si vous le vouliez. Je pense que je vais la garder, dis-je, pour un moment, de toute façon. J'avais déjà accepté un nouveau poste, expert comptable judiciaire principal à la division des crimes financiers du FBI. Le travail que j'avais fait pour découvrir le blanchiment d'argent avait impressionné les bonnes personnes. Mon salaire serait de 156 000 $ par an avec les avantages fédéraux et une habilitation de sécurité.
L'emploi commençait dans 3 semaines. J'ai passé la première semaine de mon retour dans ma maison simplement à y exister, à me rappeler ce que c'était que d'avoir une maison, un endroit qui était à moi où je pouvais rester sans regarder par-dessus mon épaule. Ma famille a pris contact une seule fois. Maman a envoyé un courriel. Derek souffre en prison à cause de toi. J'espère que tu es heureuse. Tu as détruit cette famille. Nous ne voulons plus jamais rien avoir à faire avec toi. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai supprimé. Je n'avais rien détruit. J'avais simplement refusé de laisser les crimes de mon frère impunis parce que nous partagions de l'ADN. J'avais choisi la justice plutôt que la loyauté familiale, l'intégrité plutôt que la commodité. La décision m'avait coûté l'approbation de ma famille, mais j'avais toujours ma maison, ma carrière, ma liberté, mon intégrité, et honnêtement, cela valait plus que leur approbation n'avait jamais valu. 3 mois plus tard, j'étais assise dans mon bureau à domicile en train d'examiner des dossiers pour le FBI quand ma sonnette a retenti. J'ai vérifié la caméra de sécurité, une fonctionnalité que j'avais ajoutée immédiatement à mon retour, et j'ai vu une femme que je ne reconnaissais pas. La quarantaine, des vêtements professionnels, une expression nerveuse. J'ai ouvert la porte avec prudence. Puis-je vous aider? Mademoiselle Mitchell? Sarah Mitchell? Oui. Je suis Jennifer Walsh. Je suis avocate et je représente votre frère, Derek. J'ai commencé à fermer la porte. Attendez, s'il vous plaît. Elle leva les mains. Je ne suis pas ici pour vous harceler ou vous demander d'abandonner les charges. Je suis juste. Derek m'a demandé de livrer quelque chose. Elle a sorti une enveloppe de sa mallette. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Une lettre. Il est en prison depuis 6 mois maintenant. Il a eu beaucoup de temps pour réfléchir. Il m'a demandé de vous la donner. J'ai pris l'enveloppe mais je ne l'ai pas ouverte. Autre chose? Il est sincèrement désolé, dit Jennifer doucement. Pour ce que ça vaut, il comprend que ce qu'il a fait était mal. Pas seulement légalement mal, moralement mal. Il vous a volé. Il a trahi votre confiance. Il a mis votre sécurité en danger. Il le sait maintenant. Tant mieux pour lui, dis-je. Il ne s'attend pas à être pardonné. Il voulait juste que vous le sachiez. Après son départ, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai regardé l'enveloppe pendant 20 minutes avant de l'ouvrir. La lettre était manuscrite, 4 pages de long. Je ne m'attends pas à ce que tu lises ceci. Je ne m'attends pas à ce que tu t'en soucies. Mais Jennifer a dit qu'elle avait essayé de la livrer, alors j'écris quand même. Tu avais raison sur tout. J'ai vendu ta maison parce que je le pouvais, parce que je voulais l'argent, parce que je m'étais convaincu que tu ne le méritais pas, que tu l'avais abandonné, que tu nous avais abandonnés. Je me suis dit que j'étais responsable, que je nettoyais ton désordre, que je faisais ce qui devait être fait. Mais la vérité est plus simple et plus laide. J'étais jaloux. Tu as acheté cette maison quand tu avais 26 ans. J'en avais 29 et je louais encore. Tu avais une carrière réussie, une belle maison, toute ta vie était tracée. Et j'en voulais à ça. J'en voulais à ça quand tu as disparu il y a 3 ans, quand tu as cessé de venir aux événements familiaux et que tu n'expliquais pas pourquoi. J'étais presque heureux. Enfin, Sarah avait échoué à quelque chose. Enfin, la petite sœur parfaite avait merdé. Je n'ai jamais envisagé que tu puisses avoir une bonne raison de disparaître. Je n'ai jamais pensé que tu pouvais avoir des ennuis. Que tu avais besoin d'aide. Que quelque chose de grave se passait. J'ai juste vu une opportunité. La maison était vide. Tu n'étais pas là. Et je savais où tu gardais tes documents importants depuis que je t'avais aidé à emménager il y a des années. Je connaissais ta signature. Je savais comment la falsifier. Je me suis dit que j'aidais, mais je volais ma propre sœur. Je ne savais rien de la protection des témoins. Je ne savais rien de l'enquête fédérale. Mais même si je l'avais su, je ne suis pas sûr que j'aurais agi différemment. J'étais tellement loin dans ma rancœur. La prison m'a donné beaucoup de temps pour réfléchir à qui je suis devenu, à la personne que j'étais pour toi en grandissant. L'intimidation, le rejet, la critique constante. J'étais le frère aîné. J'aurais dû te protéger. Au lieu de cela, je t'ai démoli à chaque occasion. Tu méritais mieux. Tu méritais un frère qui célébrait ton succès au lieu d'en être jaloux, qui te faisait confiance au lieu de supposer le pire, qui posait des questions au lieu de porter des jugements.
Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Je ne te demande pas d'abandonner les charges ou de faire preuve de clémence. Tu as fait ce qu'il fallait, et je respecte ça même si ça me coûte 3 ans de ma vie. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. Je comprends ce que j'ai fait. Je comprends ce que je t'ai toujours fait. Et je suis désolé. Je suis désolé d'avoir vendu ta maison. Je suis désolé d'avoir falsifié ta signature. Je suis désolé d'avoir volé ton argent. Je suis désolé d'avoir mis ta sécurité en danger. Mais surtout, je suis désolé d'avoir été un frère terrible pendant 32 ans. Tu vas faire de grandes choses, Sarah. Tu en as déjà fait. J'espère qu'un jour je pourrai lire sur tes succès sans me sentir jaloux. J'espère qu'un jour je serai devenu le genre de personne qui peut être fière de toi au lieu d'être rancunière. J'ai 3 ans ici pour y travailler. J'espère que tu auras une bonne vie. Tu l'as mérité. Derek. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai posée sur la table de la cuisine. C'était de bonnes excuses. Honnêtes, spécifiques, assumant l'entière responsabilité sans trouver d'excuses. Cela n'a rien changé. Derek purgerait sa peine. Il serait libéré dans 2 ans et demi avec une bonne conduite. Il reconstruirait sa vie d'une manière ou d'une autre et je continuerai avec la mienne. Peut-être qu'un jour, dans quelques années, nous aurons à nouveau une relation. Peut-être que le temps passé en prison le changera vraiment. Peut-être qu'il deviendra le frère qu'il aurait dû être depuis le début. Ou peut-être pas. De toute façon, j'irai bien. J'ai plié la lettre avec soin et je l'ai mise dans un tiroir de mon bureau à domicile. Pas jetée, mais pas exposée non plus. Juste classer une partie du dossier, une partie de l'histoire. Ensuite, je suis retourné à mes dossiers, retourné au travail de suivi des crimes financiers et de constitution de dossiers contre les personnes qui pensaient pouvoir voler sans conséquence. C'était un bon travail, un travail important, et j'étais très bonne dans ce domaine. 3 ans plus tard, Derek a été libéré de prison fédérale. J'en ai entendu parler grâce à la publication Facebook de Tandian. Bienvenue à la maison, Derek. Tu nous as manqué. Il ne m'a jamais contacté directement. Maman et papa ont pris leur retraite en Floride. Je leur ai envoyé une carte quand ils ont déménagé, mais je n'ai reçu aucune réponse. Ma carrière a prospéré. J'ai été promu agente spéciale adjointe responsable de la division des crimes financiers du FBI. J'ai mené des enquêtes qui ont permis de récupérer des centaines de millions d'actifs volés. Je suis devenu témoin expert, témoignant dans des affaires fédérales à travers le pays. J'ai finalement vendu la maison de Philadelphie pour 1,2 million de dollars et j'ai acheté une belle maison en grès brun à Washington D.C., plus près du siège du FBI. J'ai eu des rendez-vous occasionnels, je me suis fait des amis dans ma nouvelle ville, j'ai mené une vie tranquille et réussie, et je n'ai jamais, pas une seule fois, regretté d'avoir porté plainte contre mon frère. Parce que certaines choses sont plus importantes que la loyauté familiale, des choses comme l'intégrité, la justice, l'état de droit, des choses comme savoir que vous vous êtes défendu, que vous avez refusé de laisser quelqu'un vous voler simplement parce que vous partagiez de l'ADN. Des choses comme être capable de vous regarder dans le miroir et de savoir que vous avez fait ce qu'il fallait même quand c'était la chose la plus difficile. Cela vaut plus que n'importe quelle approbation familiale ne pourrait jamais valoir. Cela vaut tout.